Je m'appelle Michel Ribardière et j'ai eu la chance de travailler dans le cadre de l'Institut Un Carré Cusco avec Thierry Jamin, avec des spécialistes, à réaliser en partenariat avec Sylvie Joubert qui est ici, à réaliser un travail de synthèse, une présentation des découvertes incroyables qui ont été réalisées au Pérou, à l'attention du gouvernement dans un premier temps, et puis l'année d'après, donc ce rapport a été intitulé le rapport Nazca, et puis l'année d'après, nous avons réalisé un travail de présentation photographique qui avait pour objectif de choquer auprès de l'UNESCO. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on va aller un petit peu vite. Nous allons voir, pour l'affaire des corps de Nazca, nous allons reprendre à zéro, en quelque sorte. Il va y avoir des vidéos et puis des images fixes. Donc une rétrospective et un résumé des analyses scientifiques. Voilà. Plan de la conférence. On va aussi voir un certain nombre de résultats, donc, comme je vous disais, puis le devenir de l'affaire, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Voilà. Alors, tout d'abord, vous avez entendu tout à l'heure, vous avez bien entendu, les choses ont commencé en 2015. On voit ici en 2015, laissez-moi voir parce que je ne sais pas si... Voilà, on voit aussi un article d'un journal péruvien qui sort de 2015, qui vient de 2015, où on s'aperçoit qu'à Nazca, El Niño donc, était à l'origine d'une série de phénomènes météorologiques assez inhabituels, mais ça fait un siècle que ça monte comme ça dans cette région-là, qui est une région très désertique, et on assistait parfois à des inondations. Et lorsque ça a eu lieu, eh bien, il y a des endroits qui ont été un peu plus dégagés que d'autres, et un groupe de huaqueros, donc les pilleurs de tombes, qui, de manière illégale, totalement illégale, fouillent, tentent de trouver des objets de civilisations anciennes, des corps. S'ils ont de la chance, ils vont trouver des objets momifiés, des corps momifiés, et s'ils ont beaucoup de chance, ça sera peut-être même, ils seront peut-être en très bonne... ils pourraient être dans de très bonnes conditions, hein, très bien conservés, et s'ils ont encore plus de chance, ça sera même des enfants, vous voyez, je vais loin. Et après, ils vont essayer de les vendre au marché noir, bien sûr. Alors c'est quelque chose, comme on s'en doute tous, quelque chose de totalement illégal, qui est puni par des lois dans le pays, mais aussi qui est puni par des lois internationales. Hein. Mais ça arrive quand même tout le temps. Tous les ans, on prend un grand nombre de personnes qui font ce genre de délit, et puis surtout on prend un grand nombre d'objets qui sont exportés vers les États-Unis, vers l'Europe, dont la France, mais aussi vers le Japon, vers tous ceux qui ont assez d'argent pour s'acheter ce genre d'éléments. Alors là, il s'est passé quelque chose. En 2015, alors je reviens juste là-dessus, des huaqueros ont découvert un site, ils ont réussi à rentrer dans le site. Le site était plus incroyable qu'ils s'y attendaient, ils ont commencé par trouver, semble-t-il, une première momie, puis après ils ont ouvert, puis ils ont commencé à tirer de ça tout un tas ils ont ouvert des sarcophages, ils ont tiré de ça tout un tas d'organes, et puis ils étaient très déçus parce que ils ne voyaient pas de quelle civilisation c'était. Ces huaqueros-là, ils avaient travaillé avec des archéologues, donc c'était pas un cas, c'était pas... bon, ils ne connaissaient pas, alors ils se demandaient si ça valait le coup de revenir, parce que c'est invendable sur le marché noir, on ne voit pas de quoi c'est. Puis finalement, ils sont revenus, et ils en ont pris, et puis ils les ont transmis, ils ont réussi à en vendre quelques-unes, et certaines sont arrivées à Cusco en 2016, en novembre 2016, donc soit pratiquement à peine un peu plus d'un an plus tard, puisque la découverte s'est faite à peu près à été-automne 2015. Donc presque un an plus tard, c'est arrivé à l'Institut Un Carré Cusco, qui est une organisation, une sorte d'asso, une asso à Cusco, qui est dirigée par un Français qui s'appelle Thierry Jamin, français qui a fait l'objet déjà de pas mal de tapage médiatique parce qu'il a fait tout un tas de découvertes, il a dérangé un peu tout le monde, pour plein d'autres raisons.
Mais il a fait des découvertes, et même certaines de ces découvertes ont été, un certain nombre ont été reconnues par le ministère de la Culture et des Antiquités au Pérou, et on a même frappé une pièce à l'effigie d'une de ces découvertes. Mort de rire. Et pour vous dire, qu'on peut encore trouver dans le commerce, c'est l'équivalent d'une pièce de 1 euro, on va dire. Enfin, non, financièrement, c'est pas l'équivalent de ça. Mais, voilà, ça ressemblerait un peu à ça, quoi. Et donc c'est arrivé à l'Institut Incaré Cusco, et quand c'est arrivé, Thierry a vu qu'il y avait un problème. Alors, je ne sais pas si on peut voir ça, on peut voir la vidéo là, vite fait. C'est pour vous montrer, bon voilà, c'est à Cusco. Il y a une vidéo là-dessus? Ah voilà, c'est cool. Je ne sais pas s'il y a le son, non, on ne peut pas voir le son par hasard. Donc ça, ce sont des images, parce que Thierry fonctionne toujours avec des caméras cachées, parce que Thierry se fait subventionner par des sponsors, et que ces sponsors, ils veulent avoir des images, donc du coup, il y a souvent des caméras cachées. Alors, le gars qui a apporté ça, qui était introduit par un ufologue, etc., il a amené des petits corps, comme ça, des trucs un peu bizarres. Et bon, évidemment, ils avaient vu quelques trucs, mais jamais ça. Vous voyez, cette main-là, elle doit faire dans les 40 cm. Il n'y a que 3 doigts, elle est tridactyle. Voilà. On continue. On continue. Voilà, merci. Alors, une fois qu'il s'est rendu compte, et il a publié assez rapidement sur Internet, et il a très très bien fait, parce que du coup, il a reçu l'aide d'un certain nombre de Français qui le suivaient en tant qu'explorateur, et puis le groupe a augmenté, beaucoup augmenté. Mais une fois qu'il a vu l'importance de ce qu'il y avait ici, il a écrit un courrier à l'attention du ministre de la Culture pour l'informer de ce qu'il découvrait, de l'importance du matériel, de l'étrangeté du matériel, et lui demander, en quelque sorte, de bien vouloir prendre en main cette affaire. Donc voilà le courrier officiel qui a été envoyé, signé, tout tamponné, avec, j'ai pas de truc pour vous montrer, mais tout en haut, on voit qu'il a été reçu par le ministère de la Culture, le courrier. Donc voilà. Donc ça, c'est parti en janvier 2017. Je passe, je vais un petit peu vite, si c'est possible. J'aimerais bien changer de diapo. C'est le gros bouton. Ah pardon, c'est pour ça que je me disais aussi. Oups là, je peux revenir en arrière un coup? Ouais, le bouton dessus. Ah, le bouton d'en dessous. Ah, très bien, ouais. Ok, merci. Attends un petit peu, s'il te plaît, tu peux mettre sur pause, juste pour introduire la scène. Et ils ont commencé à enquêter. Ils ont enquêté. Ils ont compris que c'est une découverte qui avait été faite à Nazca. Le Pérou, c'est grand. Il y a plein de zones inexplorées, il y a plein d'endroits. Bon, des Huaqueros, il n'y en a pas qu'au Pérou. Et donc, c'était à Nazca. Ils ont continué d'enquêter. Et un des gars sur lequel ils sont tombés à Nazca, figurez-vous, mais c'est comme quoi, est-ce la chance? C'était un ami d'enfance du chef des Huaqueros qui avait fait la découverte, qui était là, qui était présent, qui avait choisi le site. C'était un ami d'enfance de ce gars-là. Et donc, progressivement, après avoir rencontré ce gars-là, il va pouvoir rentrer en contact avec ce monsieur qu'on va appeler Mario. Là, on a flouté son visage. Bon, aujourd'hui, il est un peu plus connu. Et il ne sait pas, il est en train d'être filmé. Ça se passe dans un hôtel. Alors, ça s'est fait en plusieurs coups, parce qu'il se méfie, c'est un Huaqueros. Donc un coup en Bolivie, puis après il a eu un peu plus confiance à Puno, et ils ont commencé, on peut lancer la vidéo, ils ont commencé à passer des deals. Donc il lui a montré d'autres corps qui étaient vraiment très bizarres, la tête avait l'air plantée, puis c'est tridactyle, le corps, le nombre de côtes, c'était étrange et ça semblait ancien et recouvert d'une poudre blanche. Donc voilà, il a pu... le Huaqueros a accepté de lui en confier. On peut mettre sur pause? Voilà, merci. Il a accepté de lui en confier et des radios ont été passées. Alors, l'argument choc de Thierry, c'est de dire au Huaqueros, mais si vous nous laissez faire des analyses, parce que Thierry ne peut pas acheter ça, c'est totalement illégal, il se fait prendre, il ne sait pas qu'il se fait jeter de Pérou, il va directement en prison, et là, il pourrait même mourir en prison au Pérou. Et donc c'est de dire, si vous nous laissez faire les analyses, le matériel est à vous, on vous le rend. Mais vous serez content, parce qu'une fois qu'on aura les analyses, on saura si c'est du vrai ou pas, et on connaîtra l'importance. Et là, ça prendra de la valeur au point de vue financier. Donc c'était ça un peu le truc. Ça permettait à Thierry d'avoir un peu la confiance de ce gars-là, et puis de faire des analyses.
Donc là, on voit par exemple cet exemple-là, on voit un corps 38 cm, il a un implant dans la main gauche, vous noterez, hein, il a un implant dans la main gauche, un petit corps, bon voilà, on ne l'a pas véritablement considéré ce petit corps, vous allez voir que par la suite, on va tomber sur des choses bien plus, on peut lancer bien plus importantes. Encore, je les ai vus, ces trucs-là, au départ, moi j'ai cru que c'était un fake, compte tenu de sa morphologie, tout ça, et Thierry m'a dit, il m'a sorti d'autres arguments que je ne vais pas vous donner, mais il se posait quand même la question. Et puis des objets sculptés dans la pierre. On ne sait pas trop ce que c'était. Excusez-moi. Et puis les rapports vont évoluer, on peut lancer la vidéo avec Mario. Et Mario va confier d'autres objets, d'autres organes. Des corps, toujours avec cette poudre blanche, on ne connaît pas, puis on ne voit pas trop bon comment c'est fait, on voit bien que les orbites sont très larges, et puis ses mains, elles sont assez extraordinaires, et parce qu'elles sont longues, et sous la peau, parce qu'il y a de la peau, sous la peau, Salazar, quelle est su opinion générale des implants. Estos, Alors il demande quelle est son opinion générale. Est-ce que c'est une fraude ou est-ce que c'est réel? Donc c'est un médecin de Cusco. Hein. Alors il s'avance pas trop, il dit bon déjà il faudrait connaître l'origine pour avoir un petit, en connaître un peu plus quoi, faire une datation, etc. Fait passer les radios. On remarque quand même quelques trucs, donc voilà, un peu, il n'y a pas de cheveux, pas de poils, des grands yeux en amande, pas d'oreilles, pas de conduit auditif, pas de dents, le crâne bizarre, quoi, le crâne suspect par rapport à tout ce qu'on connaît. Et puis les mains. Alors les mains, c'est encore autre chose. Et il est évident que des mains de 40 cm, elles font à peu près 40 cm, ne peuvent pas appartenir, a priori, à moins que ça soit une espèce vraiment... mais a priori, ça ne semblait pas pouvoir appartenir à un être qui a une tête... grosse comme ça, quoi. Vous voyez, ça semblait pas possible. Donc, on avait l'air d'avoir affaire à deux espèces différentes au moins. Et donc là, on avance. Hein, vous savez, on est en février en France, dans les milieux de la recherche et qui suivent Thierry, c'est l'effervescence. Un crowdfunding pour l'aider à faire les analyses, parce que ça coûte cher de faire des analyses ADN. Vous voyez, c'est pas 150 €. Il y a des analyses, c'est 20-30 000 €. Puis après, il faut... derrière, il faut du temps pour les interpréter. Ça ne se fait pas non plus en 5 minutes. Des fois, il faut 2 ans, 3 ans, vous voyez, si on veut aller dans le fond des choses. Donc, un crowdfunding est lancé. On peut lancer la vidéo? Merci. Super. Il avait besoin de 29 000 € et on lui en donne 39 000. Premier crowdfunding. Il va y avoir un autre encore, plus discret, par la suite. Parce que là, les détracteurs, tous les milieux qui résistent à ce genre d'entreprise vont commencer à se réveiller. Ah, il y a de l'argent, c'est donc une escroquerie. Alors, on va passer. Et pendant ce temps, il est en train d'organiser un petit peu les recherches. Qu'est-ce qui va se passer avec les recherches? Quel laboratoire? Il n'a jamais fait ça, Thierry. Hein, il est explorateur, quoi. C'est pas un directeur d'un service d'archéologie ou autre. Et il continue le dialogue avec Mario. Et il récupère, si on peut lancer, il récupère donc Alberto. Alberto, ça va être une découverte extraordinaire. Alberto fait à peu près environ 60 cm. Alberto, donc, il a tous ses organes externes et internes. C'est un corps totalement desséché, recouvert d'une poudre inconnue. Et on voit qu'il n'est pas comme nous. Vous avez vu là, ici, il a une sorte d'os. On va mettre du temps à découvrir. Hein, pourquoi et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut être, à quoi ça correspond. On voit que ses mains sont contractées, un peu... elles ont ces sortes de signes post-mortem, où les tendons... Quand on meurt, les tendons se rétrécissent et donc ça contracte les doigts. Et il continue de chercher. Ah lui, Thierry au départ, il avait peur que ce soit qu'on essaye de le piéger.
Et là, on a des chirurgiens. Articulaciones, lo que sí nos parece es que encontramos zonas de crecimiento en el hueso, el cartílago de crecimiento, ¿no? Zonas métaficiales, ¿no? Donde el Et en gros, les médecins, ils nous disent ce corps, c'est probablement celui d'un adolescent. On voit encore les strides croissances sur les os. Mais il a aussi des variations de la densité osseuse, c'est-à-dire que l'os n'est pas compact de la même façon partout. Il semble donc atteint d'une forme d'ostéoporose, une forme de cancer osseux. Et pour terminer, les médecins de son époque, de l'époque de ce corps, on ne sait pas encore quel âge il a, mais ça va arriver, le carbone 14 va parler à un moment donné. Les médecins sont intervenus à son époque pour essayer de corriger ce qu'il avait. Et on en saura plus après. Ils ont injecté un métal, ils ont réalisé un implant dans l'articulation fémorale pour consolider et tenter de soulager parce que à cause de sa maladie, il se fracturait de partout. Et là, si vous voulez, effectivement, il y a un problème de plus en plus gros. Ya la cadera, una cadera está más alta que la otra, una cadera con estructura semejante al ser humano, como una articulación del fémur, y la otra totalmente alteradísima, lo mismo con las rodillas. ¿Ya? Los dedos, la columna, todo, con falta pues, de hueso compacto, casi todo el hueso esponjoso en la mayor parte de esto. Descalcificado totalmente, si hablaríamos de un ser humano, ¿no? Toda una enfermedad. Para usted es un ser de veras, no es un fraude. Quelqu'un a besoin que je résume, si vous n'arrivez pas à lire, non? Ça va? Es imposible que esté armado algo con una estructura supuestamente enferma, ¿no? Il demande toujours est-ce que c'est. Alors c'est quoi, c'est une fraude? Il dit non, je pense pas que quelqu'un ait pu réaliser un corps apparemment malade de la même maladie, sous-entendu, avec ces variations de densité osseuse. Je peux vous dire qu'ils sont, quand ils voient ça, les chirurgiens au départ, ils ne sont pas extrêmement à l'aise. Parce qu'ils vont se faire attaquer, ils savent que... On continue. Alors voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu Alberto. Et j'ai pas de... Ouais, je peux pas vous montrer, je vais monter sur la scène. Vous voyez, c'est ici que se situe l'implant. On le voit à peine ici, mais il y a sur les radios on le voit beaucoup mieux, sur les scanners. Voilà, et donc voilà Alberto. Alors c'est très intéressant de voir, vous remarquerez, parce que vous allez en voir d'autres. Ils sont pas tous comme ça. C'est-à-dire, par exemple, au niveau du cou, il n'est pas détendu comme ça. On voit bien qu'il avait un problème articulaire. Hein, et lui, en fait, il est un peu comme dans certains films où on voit les extraterrestres qui sortent leur tête. Je ne sais pas si vous voyez de quel film je veux parler. Eh bien, apparemment c'était la même chose. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Oui, bon, voilà. Derrière, il y a tout un tas de choses qu'il faut déduire sur les connaissances médicales de son époque, sur les stratégies des thérapeutes de son époque, sur les connaissances, on va dire, scientifiques, mais je parle physique même, des matériaux qui sont employés. Hein, je veux dire, nous, avant de faire vraiment des implants qui ne tuent pas les gens, on a mis quelques temps, vous voyez. On va passer. Il faut que j'aille plus vite. Ah, et là, la liaison avec Mario continue. Ils continuent de travailler ensemble avec Thierry, qui est quelqu'un d'assez convaincant, très sympathique. J'espère que vous aurez la chance de le rencontrer comme je l'ai rencontré. Est-ce qu'on peut laisser la vidéo et on va récupérer un corps complètement hallucinant? Je veux dire, autant que... Mais on ne le sait pas encore. Autant qu'Alberto. Au début, quand Thierry voit ça, il dit « Ah, intéressant. Il faudrait lui faire passer des analyses assez rapidement à celui-là. » Ah, oui. Il voit quelque chose.
Pour ceux qui savent, vous vous doutez de ce qu'ils voient. Et elle avait quelque chose sur le torse, à l'endroit où on voyait un os pointus chez Alberto, on l'a appelé Alberto. Josefina avait une sorte d'implant métallique. Et puis il arrive à récupérer aussi des cerveaux. Mais alors très étonnant parce que les cerveaux sont assez grands quand même. Hein. Or, un cerveau, quand vous l'extrayez de la tête et que vous lui faites passer quelques siècles, eh ben, surtout dans un environnement sec, c'est encore pire, il devient petit. Et puis d'autres petits extraits qui sont... Alors la matière c'est du crâne, hein, c'est de l'os du crâne, et puis il y a des morceaux de métaux. Voilà, avec quelques symboles, mais on ne sait pas trop si ça vient du même endroit. Mario, il ne nous dit pas où c'est. Il ne peut pas nous le dire. Et puis, voilà, peut-être qu'il essaye aussi de placer d'autres choses. On continue. Alors, on peut lancer. Thierry lance l'analyse. Voilà en accéléré. Vous avez vu... Bon, je ne vous cache pas que ça fait mal au cœur, hein, parce que quand vous avez du matériel aussi précieux, c'est comme si on amenait une équipe de chirurgiens faire un extrait sur la Joconde, quoi. Vous voyez, c'est faire un trou hein, pour découper un morceau et puis on va le faire analyser. Donc, mais on le fait. Toujours pas de signe de vie du ministère de la Culture, à part qu'ils commencent à porter plainte contre Thierry, parce qu'il y a des choses bizarres, donc ils envoient un juge enquêter, mais pas de signe, à part ça. Alors là, alors là, ce ne sont pas des vidéos. Thierry est contacté par une chaîne de télévision et un gars qui est très connu en ufologie, qui est à côté de Thierry. Donc Thierry, c'est la personne qui est à droite. Et puis le monsieur là s'appelle Rémi Mossane. Et il introduit dans notre équipe un monsieur qui va faire un travail extraordinaire aussi, mais on aime avoir des bons à nos côtés. Vous savez, le docteur Rosé de la Cruz qui est docteur en biologie. Et puis là, on a le vice-président qui est un ancien policier aussi, hein, qui est vice-président de l'Institut Incari Cusco. Et donc on présente toujours en ajoutant, parce que c'est un policier, mais c'est un policier qui a lutté contre le terrorisme pendant une quinzaine d'années, hein, qui était spécialisé contre le terrorisme. Je continue. Et donc, Mossane, 10 minutes ? D'accord. Alors, on va lancer quand même. Mossane introduit d'autres médecins, dont un particulièrement qui est celui qui est un peu chauve, qui est un médecin légiste qui est reconnu dans son pays au niveau de l'armée. Et donc, il regarde de près les corps avant de se prononcer, bien sûr. On a les analyses qui vont arriver et il passe les radios de Josefina. Les radios de Josefina. Quand on nous a envoyé les radios de Josefina, moi j'en ai fait tout de suite part à Sylvie. C'était vraiment une découverte extraordinaire. On était aux premières loges avec Sylvie, mais en France. Parce qu'il fallait qu'ils nous transmettent tous les résultats au fur et à mesure pour qu'on puisse voir l'évolution, continuer notre rapport. On était en pleine construction du rapport. Thierry a vu que ce corps, elle avait un gros ventre. Et donc il s'est dit, elle est sûrement enceinte. Bah, il n'avait pas de tort. Wow, increíble, increíble. Esta imagen es importantísima porque nos permite ver además. Ouais, il découvre qu'elle avait 3 œufs. Et je vais passer tout de suite aux découvertes qui ont été faites en 2018. On a découvert qu'il y avait un 4e œuf dans une autre trompe, mais tout petit. Donc ce sont des œufs qui sont à plusieurs stades évolutifs différents. Et on a vu un peu comment ça fonctionnait, leur système de reproduction, qui est assez intéressant. Et puis pareil, leur système alimentaire est assez intéressant et très, très exotique. La façon dont sont placés les organes pour l'alimentation, c'est très étonnant. La façon dont circulent les nerfs, le sang, sont disposés les nerfs où circule le sang, enfin les vaisseaux. C'est vraiment... ce sont des anomalies, on n'a pas ça, je veux dire, personne n'a ça chez nous.
voyez, c'est très très étonnant. Mais on va faire les découvertes au fur et à mesure. On va les faire parce que les corps ont été desséchés. Je vais passer tout de suite. Hein. Bon, ils découvrent que ce sont des œufs. Voilà Joséphina. On voit que ce ne sont pas des mammifères, hein, donc il n'y a pas de sein. Une radio, vous la voyez. J'avance. Rencontre à Palpa de Maria. Alors, on va la passer celle-là. Et les relations continuent avec Mario. Et Mario nous montre quelque chose d'extraordinaire. Mais là, déjà, on était déjà... Mais là, ce qu'il va montrer, c'est un être. On a mesuré, elle fait 1m68. Quand elle est debout, elle n'est pas debout, mais on a mesuré. Elle est tridactyle. On a... Sur nos 4 doigts, là, on a 3 phalanges. Mais elle en a 5 sur 3. 5 phalanges par doigt. Sur les doigts qui n'ont pas été exposés, ou les doigts de pied par exemple, qui n'ont pas été exposés à de la matière, on a encore les empreintes digitales, des empreintes qui ne sont pas évidemment humaines. Là encore, découverte exceptionnelle. Elle a de nombreuses caractéristiques qui montrent qu'elle n'est pas de notre espèce, comme le volume du crâne, la taille des orbites. Bon, l'absence d'oreille, à la limite, on aurait pu lui avoir coupé, avant ou après la mort, qu'importe. Mais il y a tout un tas d'autres choses. La structure osseuse est plus... Elle est plus massive que la nôtre. Il y a, bon, bien sûr... alors, le talon, je ne vous dis pas les découvertes qu'on a fait là-dessus, elle ne marchait pas comme nous. Bon, je continue. Tu peux me continuer de me dire 5 minutes ou pas? Donc là, voilà, Maria. Je passe en urgence. Qu'est-ce que c'est, scanner de Maria? On peut envoyer scanner de Maria vite fait? Ouais, bon. Oui, ça continue, les analyses. Bon, je vais passer. Excusez-moi, c'est parce qu'il y a d'autres choses plus intéressantes qui vont arriver. Alors, on récupère après Victoria. Donc, on l'a appelée Victoria parce qu'elle n'avait pas de tête. C'est une référence à Victoria. Mais bon, c'est pas... Ce qui était très intéressant avec Victoria, quand il a accepté de nous la prêter, c'est qu'on voyait encore la peau. Ils sont gris. Sous la diatomite, ils sont gris quand vous retirez la peau. Très intéressant. Donc Victoria, elle fait partie de l'espèce des... comme Alberto et Josefina. Vous voyez, on voit un peu. Alors bon, il y a toujours la question qui se pose, est-ce que c'est lié à la diatomite ou est-ce que c'est bien la couleur de peau? Mystère. On n'a pas toutes les réponses. Et puis, alors ça, qu'est-ce que c'est? Thierry... Ah oui. Parce que, avec les questions de justice, Thierry, co-président de la République péruvien, pour lui informer qu'il a déjà écrit au ministère et qu'il n'a pas eu de réponse, etc. Il essaye de se couvrir au fur et à mesure, parce que, force de donner des détails partout, Sylvie et moi, nous avons réalisé le rapport NASCA, qui va partir au gouvernement, en français. Un autre corps est découvert. Par la suite, on soupçonnera ce corps d'être un faux, pour différentes raisons anatomiques liées au scanner. Alors là, on va passer, c'est pour vous montrer que ce sont des analyses faites par des laboratoires célèbres, parce que vous savez, n'importe qui ne peut pas faire une analyse génétique, mais n'importe quel laboratoire ne peut pas faire une analyse génétique sur du matériel qui a 1000 ans ou 2000 ans. Vous voyez, c'est encore une spécialité, c'est encore un truc un peu spécial. Il va y avoir une conférence qui va être organisée à Lima. Bon, ça ne va pas hyper bien se passer parce que les médias veulent faire payer la vérité en 20 épisodes. Thierry Jamin, lui, c'est président de Nassau, il n'est pas venu faire payer la vérité en 20 épisodes. Bon, bref. Donc il va y avoir des petits problèmes là, à cause de ça. Puis on va avoir une levée de barrage d'un certain nombre d'universitaires en place dans les institutions péruviennes qui vont dire non, c'est des faux. Ils n'ont rien vu, mais c'est des faux. En gros, hein, aucun argument scientifique, sauf je suis docteur en machin, je suis docteur en machin. Nous aussi, on avait plein de docteurs en machin. Hein. Enfin, excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais on avait des médecins, on avait des biologistes, on a des chercheurs. Bien, on va continuer de récupérer des corps, continuer de faire des scanners. Ce que vous voyez, c'est un trésor inestimable. Là, en décembre, c'est moi qui ai pris la photo, là. Les 2 personnes que vous voyez là font partie de l'équipe qui a été financée par M6 pour faire
une vidéo là-dessus. Par la suite, on constatera que c'est une vidéo qui tente de démontrer que c'est un fake. On est confronté à beaucoup d'opposition, pas seulement de la part des universitaires qui n'ont pas d'arguments scientifiques, mais de la part de tout simplement des gens qui ont leurs propres croyances et qui considèrent que si on parle de ça, c'est que forcément on est un escroc. Donc on va Alien Project, l'Institut Incari Cusco, qui va être aidé par un certain nombre de Français qui sont aussi des chieurs et qui vont commencer à écrire des articles et à faire des synthèses. Voilà. Là, c'est un courrier à l'UNESCO. On commence à essayer de mobiliser l'UNESCO, on a besoin d'aide, on ne sait pas comment s'y prendre. On publie le rapport photographique qui a été réalisé pour essayer de choquer les gens de l'UNESCO, mais ce n'est pas suffisant. L'UNESCO, c'est un peu comme une mairie et les États sont un peu comme les conseils municipaux. Et si vous n'avez pas les conseils municipaux avec vous, vous ne ferez rien. La mairie, elle ne vous donnera pas un sou et elle ne vous fera pas la protection et rien du tout. Alors, interprétation des premiers résultats. Ah oui, là, on a... vous savez, cette pointe qu'il y a là, c'est une union des clavicules osseuses qui existait déjà chez certains dinosaures. Voilà, on a découvert ça l'année dernière. Là, vous avez des photos un peu liées au scanner. On a fait des scanners haute définition, on voit les œufs. Vous voyez, je passe assez vite, mais bon, c'est pour vous dire simplement, voilà, il y a tout un tas de découvertes qui ont continué d'être faites. Là, c'est assez intéressant. On a l'appareil reproducteur ici, et on voit ici, vous voyez les deux petites flèches là, c'est un œuf qui est là. Donc on voit un peu comment ça fonctionnait, et puis voilà. C'est pareil au niveau du pied, on s'aperçoit que c'est pas comme nous, ça marche pas comme nous, et on s'aperçoit qu'il y a des animaux, ça marche comme ça. Mais nous, voilà, ça marche pas comme ça, ils sont constitués comme ça, ils ont une anatomie. Pareil, on s'aperçoit aussi qu'ils ont des os creux, comme les oiseaux qui descendent des dinosaures, vous savez. Donc ils ont un certain nombre d'os qui sont creux, enfin même ils ont les os creux. Voilà. Les études continuent, c'est juste pour vous montrer qu'il y a des études, je passe, hein, c'est pas, il faudrait avoir plus de temps. Maria, magnifique. Là, très intéressant, c'est des découvertes, elles sont terribles ces découvertes, parce que ce sont des découvertes liées à l'anatomie, et si vous voulez, personne ne sait faire ça, quoi. Je veux dire, placer un tendon comme il a été placé, avec... pour telle ou telle raison, on comprend bien qu'elle ne marchait pas comme ça parce qu'elle n'était pas faite comme nous, parce que les os, ils ont telle forme, etc. Vous voyez ce que je veux dire derrière, tout est rationnel derrière. Je continue. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, les analyses ADN, voilà, tout un tas d'analyses. Alors, on va aller rapidement aux analyses ADN. Hein, vous voyez, on a fait tout un tas d'analyses. Globalement, alors regardez bien, c'est assez intéressant. Maria la grande qui fait 1m69, vous voyez, on a fait 3 analyses de 3 laboratoires différents. Vous voyez qu'ils n'ont pas les mêmes résultats, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est toujours comme ça. Quand vous faites plusieurs laboratoires, ils vont vous donner, ils n'utilisent pas toujours les mêmes techniques, ils n'utilisent pas non plus les mêmes mathématiques, même si ils peuvent utiliser les mêmes techniques. Mais globalement, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on fait une moyenne, on fait des écarts types et tout, et on s'aperçoit en fait que... eh bien, Maria, elle est composée à 30%, elle a 30% de ses gènes qui sont semblables à ceux de l'espèce humaine, avec un risque de 5%, ce qui est négligeable dans ce domaine-là. Vous voyez, c'est pas comme si elle avait 25% de risque. Non, 5%, c'est négligeable. Et donc, ce qui veut dire que... bon, je vous donne les chiffres plus précisément. Globalement, elle est composée de 30% de gènes alignés à l'espèce humaine. Il y a 18% de gènes qui viennent des virus, bactéries, gènes détruits, etc. Donc, on écarte. Et tout le reste, ce sont des gènes totalement inconnus dans nos bases de données. On n'avait jamais vu ça de tout ce qu'on a répertorié. Réaction des gouvernements et de l'UNESCO. Bon, aucune réaction, tout va bien. L'étape actuelle, le devenir de l'affaire.
Ah ben, je crois qu'on est, on est à la fin. Oh là là, super, je suis content. Bien, et alors l'étape actuelle, on est toujours dans une étape de recherche. On essaye actuellement de passer un deal avec l'université d'ICA pour qu'ils puissent avoir les corps, mais on essaye de passer un deal qui soit favorable, qui nous interdise pas après l'accès aux corps, tandis qu'ils vont accepter à des télévisions qui leur ont filé de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on essaie de trouver un deal qui soit convenable, et il y a quelque chose qui est en train de s'installer avec le ministère de la Culture. On va arriver à coincer ces gens-là. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous présente, j'ai le plaisir de vous présenter notre chère Sylvie Joubert, voilà, qui va aborder un autre aspect. Ah oui, on ne voit pas bien d'ici. Nous, on te voit bien. On te voit bien. Bonsoir à tous. Bon, moi je vais prendre le relais de Michel. Je vais essayer de vous amener vers une vision moins historique, moins scientifique, mais un petit peu plus sociologique. C'est-à-dire, je vais vous amener vers 3 visions. Je vais essayer de... Voilà, une focale A, une focale B, une focale C. Vous allez observer l'affaire Nazca à partir de 3 angles de vision. Le premier... Vous imaginez, on va faire un jeu de rôle, vous êtes spationaute, vous avez la tenue et vous êtes à la fois spationaute et sociologue, observateur social. Donc, première image, vous allez observer cette affaire Nazca sur Terre. Deuxième image, vous prenez un petit peu d'apesanteur, vous mettez de l'air dans la tenue, je ne suis pas sûr que ce soit de l'air d'ailleurs, mais ça doit être autre chose, et vous êtes un petit peu au-dessus de la Terre et vous allez toujours observer l'affaire Nazca. Troisième focale, vous allez observer l'affaire Nazca de l'espace. Et vous allez voir que les questions et les réponses que vous allez amener à cette affaire sont très, très différentes. Chaque angle de vision va vous amener une prise de conscience différente de l'affaire. Une petite précision, on a tous en soi ces 3 focales. C'est-à-dire, c'est pas moi j'ai la 1, l'autre a la 2, non. On les a tous en nous-mêmes, hein, ces focales. On les actualise ou pas. Premièrement, donc, on commence par la première situation, premier angle de vue, qui est l'observation de terrain. Alors là, comment ça commence? Vous observez, on voit, il y a des gens, l'espèce humaine dans le désert, et puis qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils trouvent des os avec de la peau dessus, des corps, etc. Que font-ils? La première chose que fait l'espèce humaine, elle se dispute l'interprétation. Ça, c'est le premier réflexe. Les uns disent ces objets trouvés, c'est cela. Les autres disent ces objets trouvés, c'est cela. Et personne n'est d'accord. Alors, est-ce que ça vous rappelle rien, cette attitude? Cette attitude d'espèce, moi, ça m'a rappelé les animaux, en fait, tout simplement. Hein. Les animaux, c'est-à-dire qu'on a eu, au départ, un comportement d'animaux, de meute un petit peu. On est là face à un objet, les humains se sont retrouvés face à un objet de convoitise, un objet extrêmement curieux. Voilà, j'avais oublié de passer l'image. Un objet extrêmement curieux qui soulève, qui perturbe le groupe en fait. Hein. Donc, pour moi, il y a une analogie avec le comportement animalier au moins sur 6 points. Je dis bien au moins, on pourrait en relever plus, mais on s'arrêtera là parce que ce n'est pas l'objet de la soirée de faire de l'éthologie humaine. Premièrement, naît un climat, donc, comme je le disais tout à l'heure, de curiosité, d'émotionnalité, de tension. Et d'ailleurs, quand Thierry Jamin passe les vidéos, les premières vidéos, ça fait le buzz. Ça crée de l'émotion populaire. Ça crée vraiment un climat d'effervescence. C'est quelque chose qu'on retrouve chez les animaux quand vous avez par exemple une meute et puis un os qui est au milieu. Hein. C'est quelque chose qu'on peut déjà observer. Image, troisième image, en fait, c'est juste un élément qui est apporté en plus. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, automatiquement, dès qu'il y a cette découverte, des clans se forment. Ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement classique chez les animaux. La différence, donc vous allez avoir des animaux, un clan, un groupe d'animaux face à un autre groupe d'animaux, on s'agresse. Là, nous, on a fait pareil, sauf qu'on ne le fait pas avec des becs, avec des ongles, avec des crocs, on le fait avec des mots. Donc le mot
est devenu un projectile. Et aussi bien d'ailleurs entre les partisans de l'Alien Project que les autres, que les détracteurs, hein, ceux qui étaient favorables et ceux qui étaient défavorables. Ce qui est très intéressant aussi en analogie avec le comportement animalier, c'est qu'on a constaté que s'est installé très vite entre ceux qui disaient oui c'est authentique et ceux qui disaient non c'est pas authentique, un climat d'intimidation. Et ça c'est extrêmement classique aussi chez les animaux. Par exemple, l'intimidation ça consiste à exercer une pression psychologique ou physique envers autrui. Et par exemple chez les animaux, chez les crapauds, vous avez un accroissement de la masse corporelle, les ailes avec les oiseaux, il y a tout un tas de choses comme ça qui se mettent en place. Vous avez aussi les sons et les odeurs qui sont utilisés chez les animaux. Et bien là, qu'est-ce qu'on fait? On fait pareil, on va s'attaquer à Thierry Jammer, il y a des procès, il y a des menaces, on parle de propos diffamatoires. Et vous vous rendez compte que dans ce premier stade d'observation, on est vraiment sur des comportements réflexes qui sont finalement très proches de ceux des animaux. Autre point extrêmement intéressant aussi, vous avez remarqué peut-être que chez les animaux, par exemple, il y a un individu qui va être plus légitime qu'un autre. Ça peut être, par exemple, dans un groupe de chevaux, le cheval le plus ancien. Il y a une légitimité qui s'installe par le sexe, par l'ancienneté, par l'agressivité, etc. Et bien là, cette intimidation, elle se met en place en attaquant la légitimité de Thierry Jammer. C'est-à-dire qu'on va dire que Thierry Jammer n'est pas légitime. Alors il n'est pas légitime, pourquoi? Parce que il ressemble à Indiana Jones, parce qu'il a un chapeau. On va dire qu'il n'est pas légitime parce qu'il a un diplôme en archéologie, mais enfin c'est pas tout à fait le diplôme qu'il faudrait. Pour une découverte aussi importante que ça, on peut pas avoir le diplôme qu'il a. Voilà, il y a des attaques comme ça qui fusent. Et puis on va dire qu'en plus, il a comme interlocuteur des Wakiros. Donc ça ne peut pas être donc une découverte sérieuse. Voilà. Vous voyez, vous comprenez, là on s'attaque à sa légitimité. Et c'est pas tout, bien évidemment. On va remettre en question la compétence de tous les scientifiques qui ont travaillé là-dessus. C'est eux, là on va attaquer leur légitimité à eux, les scientifiques dont parlait Michel tout à l'heure. Alors on va dire, ils n'appliquent pas le bon protocole, ils ont des diplômes mais ils sont moins bons que les nôtres. C'est des Péruviens. C'est des Péruviens. On va dire que ce sont de mauvais experts, ils n'ont pas la bonne technologie. J'ai même entendu dire qu'ils faisaient partie d'un complot. C'est pour vous dire... voilà, c'est une façon de s'attaquer à la légitimité. Et les 20 personnes qui ont travaillé sur les corps de Nazca, qui eux étaient, alors pour le coup, étaient vraiment sur du travail de terrain, étaient vraiment sur du travail scientifique, disent, oui, eux, ils nous attaquent, mais ils n'ont jamais approché les corps. Hein. Donc c'est eux qui ne sont pas scientifiques, en fait. Donc, vous voyez, c'est pour vous montrer, là, je ne prends pas parti, je vous explique dans quelle mesure nos comportements premiers ont été en fait assez proches de ceux des animaux. Alors, si on fait le bilan de cette focale A, de ce premier angle de vision, le spationaute que vous êtes, puisqu'on fait un petit jeu de rôle, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il note? Que note-t-il? Eh bien, vous allez noter que quand on observe l'affaire Nazca de cet angle de vue, les êtres humains se comportent comme des êtres en grappe, des êtres en essaim, des êtres en meute, des êtres en horde. Et la différence majeure quand même entre les animaux et nous, c'est que nous justifions nos comportements au nom de la rationalité, de l'objectivité et des valeurs morales. Ça, c'est assez intéressant à noter. Ensuite, on passe à la deuxième focale. Alors là, vous allez voir que c'est une approche des comportements face à l'affaire Nazca qui est tout à fait différente. Alors là, vous sortez du terrain, vous prenez un petit peu d'apesanteur, et vous allez observer, vous restez proche de la Terre, mais vous avez une vision beaucoup plus globale. On sort donc totalement de l'interaction entre les individus, et à partir de là, l'affaire Nazca est examinée par vous dans sa dimension planétaire, politique, juridique, pédagogique, institutionnelle. Que s'est-il passé? Alors la première observation,
c'est qu'il y a un réseau, on constate un réseau de mobilisation assez important. Mais il y a un réseau de mobilisation visible et un réseau discret. Dans le réseau de mobilisation visible, il y a ceux qui ont participé à la plateforme Ulule, qui sont français, étrangers, enfin qui viennent un petit peu partout. Il y a eu l'alliance des différents chercheurs, dont parlait Michel tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui sont venus de un petit peu tous les coins du monde pour examiner les corps in situ. Vous avez aussi les laboratoires, qui sont issus de plusieurs points du monde et qui ont travaillé sur ces corps. Donc il y a quand même, on peut dire très honnêtement, un réseau de mobilisation visible. Et puis un réseau de mobilisation discret, parce qu'il y a plein de gens qui ont dit, et ça on ne le sait pas forcément, mais Michel a été pas mal en contact avec ces gens-là, qui ont dit, ben voilà, moi je suis médecin, je suis ostéopathe, je suis traducteur, je suis informaticien, je suis des sciences humaines, sociales, bon, peu importe, plein de gens. Et ils ont dit, ben moi je donne mes compétences et mon savoir-faire pour faire évoluer cette affaire-là. Et ça on ne le sait pas, mais il faut aussi le signaler. Et c'est ce que j'appelle un réseau de mobilisation discret. Ensuite, alors, en ce qui concerne le politique, alors là, bon, c'est vrai que non seulement ils ont été discrets, mais ils sont presque dans le déni. Parce que, vous regardez cette terre, comme ça, c'est comme une matrice en fait, puis à l'intérieur il y a des corps tridactyles qui sont presque dans une position fétale. On pourrait se dire quand même la moindre des choses, c'est que les politiques s'y intéressent, ne serait-ce que pour, bon, on valide pas, mais enfin la moindre des choses c'est de s'y intéresser. Qu'ont-ils fait? Rien. À part la République, le Congrès qui a lancé un petit débat, mais timide, on ne peut pas dire. Donc ceci pour vous dire que ce qu'on constate dans la globalité, dans la vision institutionnelle, c'est qu'il y a vraiment, ça ne mobilise pas les politiques et les institutions. Alors pour moi, il y a au moins, je dis bien au moins 5 facteurs bloquants. Le premier, c'est que souvent les politiques sont pris dans les raisonnements, dans une espèce d'étau des raisonnements économiques, du rendement, et ils sont devenus les lobbies, ils sont devenus les marionnettes des lobbies, les courtisans des lobbies. Et donc tout ce qui n'entre pas dans l'intérêt des lobbies, finalement, ça passe en dessous de la pile des dossiers. Deuxième facteur bloquant, c'est qu'ils pensent à court terme. C'est-à-dire ce qui intéresse, c'est le rendement de l'année, les années un petit peu avant, un petit peu après. Alors tout ce qui concerne l'origine et le devenir, c'est pas par cette temporalité-là est complètement écartée la plupart du temps, sauf exception par les politiques. Et d'ailleurs, il y avait Nicolas Hulot l'autre jour qui parlait à la télé et qui disait que ce qu'il faudrait, ce qui manque fondamentalement, alors il n'a pas formulé comme ça, mais c'était globalement l'idée, c'est qu'il faudrait pas créer un ministère du futur, mais c'était un peu ça l'idée, quoi, une structure qui prenne en considération le futur en politique. Troisième facteur bloquant des politiques, qui bloquent les politiques et les institutions, c'est qu'ils sont esclaves de ce qu'un professeur de droit qui s'appelle Jean-Marie Cotterêts appelle, il a écrit un bouquin qui s'appelle « Gouverner, c'est paraître ». Ça, c'est très important en politique. Gouverner, c'est paraître. Ce qui fait qu'en fait, le paraître l'emporte, et la vérité, c'est qu'on laisse les questions de fond dans le tiroir. Le premier qui touche aux questions de fond, il a perdu. C'est un peu l'idée. Quatrième facteur bloquant au niveau institutionnel, oui, je passe. Merci. C'est que en politique, on raisonne en termes de déliance. La déliance, c'est l'inverse de la reliance. La déliance, c'est l'action de séparer. Et une fois qu'on se sépare, on hiérarchise. Par exemple, alors, puisqu'on est avec, peut-être qu'il y a pas mal d'ufologues ici, ou des gens qui s'intéressent à ça, vous noterez que dans les hiérarchies, on va préférer parler, le politique va vous parler du passage à l'heure d'été, alors ça fait débat, on va vous parler du voile, on va vous parler de ce qu'on mange à la cantine, mais quand on le remet en main propre à un rapport NASCA, oh ben là, c'est secondaire, quoi. Et rappelez-vous le rapport Cometa, c'était en 1999, où il y a une association qui se fonde avec, j'avais marqué,
Il y avait un docteur d'État en sciences politiques, un avocat à la cour, un ingénieur général de l'armement, un commissaire principal de la police nationale, un ingénieur général du génie rural, des eaux et forêts, général de l'armée de l'air, un ingénieur en chef des mines et directeur de recherche, un vice-amiral d'escadre, un docteur d'État en sciences physiques, un ingénieur général de l'armement. Ces gens-là se mettent ensemble, que font-ils? Ils disent on va faire un rapport, et ils donnent un rapport, ils font un rapport qu'ils remettent au gouvernement. Que fait le gouvernement? Rien. On va parler de l'heure d'été, par exemple, quoi. Voilà. Donc c'est quand même assez hallucinant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les élus, autre facteur bloquant, c'est que les élus ne possèdent pas forcément la bonne carte intérieure pour appréhender les enjeux des ufophénomènes. Et quand je dis qu'ils ne possèdent pas la bonne carte intérieure, je veux dire par là qu'ils ont une bonne maîtrise du discours, qui est une maîtrise de la rhétorique, la plupart du temps une grande culture et une mémoire assez encyclopédique, et le tout évidemment soutenu par des médias audiovisuels étatiques extrêmement importants, parce que sans ces médias, ils ne sont pas grand-chose. Mais il ne faut pas confondre leur performance mentale avec la conscience. Ce n'est pas la même chose. La conscience, ce serait plus proche de, s'il fallait le dire d'une certaine façon, bien que je ne sois pas forcément rousseauiste, mais c'est la voix de l'âme un petit peu. Dans la conscience, il y a une vision holiste, il y a une vision globale, voire une empathie. Mais on n'est pas en présence d'une carte mentale. Et des fois, on peut faire la confusion. Alors, pourtant, moi, pourquoi j'ai aimé ce cas Nazca? Parce que, pour moi, Nazca, c'est un cas d'école. Pour une fois, il y avait un truc concret, quoi. Il y avait des matériaux, il y a des scientifiques qui sont motivés, et on aurait pu se servir les politiques, les institutions auraient pu se servir de ce cas d'école pour commencer à entamer une démarche un petit peu plus exopolitique, c'est-à-dire qu'on fasse passer les populations d'une vision politique vers une vision exopolitique. L'exopolitique, c'est le moment où vous prenez conscience que l'espèce humaine n'est pas seule et qu'elle doit partager son espace-temps, peut-être d'autres espaces-temps, avec d'autres populations, d'autres civilisations, d'autres présences. Et avec ce cas-là, il était très facile de commencer à initier des mouvements dans la population. Et c'est pour ça que nous avons fait aussi ce rapport Nazca avec Michel et que nous l'avons remis au gouvernement. Par exemple, il était très facile pour les institutions d'entamer une démarche scientifique en disant bon, il y a une grosse poignée de scientifiques là-bas qui disent qu'il y a des faits intéressants. Bon, eh ben, on pouvait très bien envoyer une équipe de scientifiques diligentée par l'ONU ou tout ce que, peu importe par quoi, vérifier. Est-ce qu'ils l'ont fait? Non. On aurait pu, du point de vue juridique, proposer des extensions en termes de droit international, c'est-à-dire en commençant à protéger le site, ou en termes de droit spatial, c'est-à-dire en envisageant que nous, humains, puissions rencontrer des êtres, on va les appeler non terrestres pour aller vite, ou intraterrestres, ce que vous voulez, sur Terre ou dans l'espace. Alors vous allez dire, oui, dans l'espace, on n'y est pas encore. Ben si, parce qu'il y a quand même le projet Mars One d'occupation de Mars, pour 2000, je crois, 30 ou quelque chose comme ça. Il y a le projet Asgardia, qui est le projet qui consiste à amener une nation hors de la Terre. Tout ça, ce sont des choses en marche. Donc, c'est quelque chose qui pourrait se poser en droit spatial. Est-ce qu'on s'est servi de ce cas d'école Nazca pour ça? Non. On aurait pu prendre des mesures diplomatiques en disant, par exemple, si on crée une équipe contact, pas forcément une équipe musclée, mais une équipe en tout cas pluridisciplinaire, une équipe, voire en incluant des extrasensoriels, ce qui me semble la moindre des choses. Est-ce qu'on l'a fait? Non. On aurait pu prendre des résolutions pédagogiques, très très simples. Ça, j'en parle dans l'ouvrage Citoyenneté galactique, où, par exemple, créer une chaire d'université à l'intérieur de laquelle on aurait pu avoir des matières enseignées, comme, pour vous dire à quel point c'est simple, si on veut, un cours d'histoire qui s'appellerait OVNI et civilisation, un cours de géographie qui s'appellerait par exemple localisation des observations sur la planète, un cours de théorie générale qui s'appellerait les pères fondateurs, leurs théories et les détracteurs, un cours une initiation à l'astronomie, à l'astrophysique, ce qui est la moindre des choses. On aurait pu avoir un cours de physique de propulsion en espace-temps conventionnel et non conventionnel, pour expliquer comment ces engins potentiellement se déplacent. On aurait pu avoir
un cours de méthodologie, comment on fait une enquête de terrain. Quand vous avez un témoignage, quand vous avez des traces d'OVNI, il y a une façon d'aller sur le terrain qui doit être extrêmement rigoureuse, on ne fait pas ça n'importe comment. On a pu avoir un cours de sociologie, culture, exoculture, un cours de psychologie, soit et l'étranger, mais l'étranger devenant cette fois, non pas l'étranger, le noir, le blanc, le jaune, mais l'étranger non terrestre. Voilà, un cours de chimie pour l'analyse des résidus sur le sol, etc. Bon. Tout ça pour vous dire quoi? Eh bien, pour vous dire que si on voulait passer du politique à l'exopolitique, c'est très simple. Ça ne nécessite pas des moyens énormes. C'est juste le fait de l'avoir en tête et de le mettre en place institutionnellement. Alors on va un peu laisser ces pauvres politiques de côté parce qu'on va croire. Mais bon, franchement, on peut mieux faire comme à l'école, hein, on va dire, pour les politiques. On continue dans la vision où vous avez un petit peu de distance sur la Terre. Et là, ce qu'on a assisté par rapport à l'affaire Nazca, c'est qu'il y a eu une diffusion médiatique de l'information qui est passée essentiellement par les médias alternatifs, par les web TV, qui est passée par des journaux, des revues spécialisées. Que ce soit pour valider cette affaire Nazca ou pour la contredire d'ailleurs. Hein. J'inclus les deux. Alors en ce qui concerne les médias nationaux, c'est un peu comme en termes de politique, ça a été un silence assez étourdissant, à part M6, qui effectivement a fait 10 minutes de reportage sur cette affaire, mais qui malheureusement, comme c'est l'habitude souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent des journalistes, c'est qu'ils ont fait de la pipolisation, c'est-à-dire qu'ils ont tourné autour de la figure de Thierry Jamin sans jamais, surtout pas aborder vraiment les questions de fond, quoi. Voilà. Dernière focale, ça va, je suis pas... C'est bon, je suis dans les temps. Alors, juste, pardon, un petit bilan donc, pour cette focale B que l'on vient de passer. Le spationaute que vous êtes reprend son stylo pour faire la deuxième remarque. Hein, et que note-t-il? Eh bien, il dit, alors que les êtres de la planète Terre, globalement, sont intéressés, passionnés, discutent, échangent sur les UFO-phénomènes, qu'ils soient intra- ou extraterrestres, eh bien, que l'intelligentsia, au pouvoir, ne fait rien. Il y a un ravin abyssal entre les logiques politiques et les désirs des peuples. Et je vais faire un lien, je ne peux pas m'empêcher, évidemment, de faire un lien avec l'histoire des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'au-delà de la dimension économique ou de la revendication sociale, économico-sociale, ce que cela exprime, selon moi, c'est le décalage abyssal qu'il y a entre nous, entre le peuple et les gens qui nous gouvernent. Et déjà, quand je faisais mes études de sociaux entre 1982 et 1989, on nous disait, on nous répétait, il y a de plus en plus de décalage entre les citoyens et les gouvernants. Et ça ne fait que s'accentuer. Donc ça amène des situations chaotiques. Et en ufologie, et pas seulement en ufologie. Troisième focale. Voilà. Alors là, vous allez mettre encore plus d'air dans la tenue de spationaute. Et vous allez carrément aller observer depuis l'espace l'affaire Nazca. Et là, l'affaire Nazca devient de plus en plus petite, pas tout aussi importante, mais elle se confond avec quelque chose de plus global. Et là, on atteint... c'est Maxime qui parlait ce matin de l'overview effect. Maxime Oui, c'est exact. Oui, c'est ça. Et je disais, ouais, c'est marrant, je vais en parler ce soir un petit peu. C'est-à-dire que là, on va appréhender, examiner l'affaire Nazca en overview effect, en effet surplomb, en fait, ce qu'on appelle également un effet surplomb, c'est-à-dire depuis l'espace. L'effet surplomb, c'est donc la prise de conscience, comme tu disais ce matin, de certains des astronautes lors de vols spatiaux. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, d'un point de vue sociologique, qu'il y a une élimination de tout ce qui est séparatif. Hein ? C'est-à-dire que l'humanité, c'est un peu dur à comprendre, mais l'humanité devient un individu global. On n'est plus du tout, comme dans le premier cas, face aux acteurs sur le terrain.
On n'est plus du tout sur les institutions, on est dans la compréhension de l'humanité comme un individu global. Et ça rappelle cette notion de conscience collective. La notion de conscience collective, ça a été évoqué la première fois par un sociologue qui s'appelle Émile Durkheim, qui déjà dans sa thèse de doctorat en 1893 parlait de conscience collective. Et puis après, il y a Gustave Le Bon qui en a parlé, qui était médecin, anthropologue, sociologue et psychologue, je crois, et qui dit « Il se forme une âme collective, transitoire sans doute, mais présentant des caractères très nets. La collectivité devient alors ce que j'appellerais une foule organisée ou, si l'on préfère, une foule psychologique. Elle forme un seul être et se trouve soumise à la loi de l'unité mentale des foules. » Cette idée a bien sûr été reprise par Teilhard de Chardin et plein d'autres, hein. C'est pas exhaustif. Et voilà. Alors, comment cela représentait cette conscience collective ? On peut imaginer, par exemple, une mare étale dans laquelle vous allez vous jeter un pavé. Eh bien, l'affaire Nazca, ça a été ça. C'est-à-dire que ça a été un pavé dans la conscience, dans la mare de la conscience collective. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que par le seul fait qu'on les envisage, par le seul fait qu'on envisage que ces corps soient intra- ou extraterrestres, en fait, c'est un pavé dans la mare de la conscience collective. Parce qu'à partir du moment où c'est envisagé, à partir du moment où c'est pensé, à partir du moment où c'est posé, ça existe. D'accord ? On parle de l'individu global, hein, rappelez-vous. Attention, je ne dis pas c'est prouvé, c'est prouvé scientifiquement, c'est même pas ça que je dis. Je dis simplement à partir du moment où vous le formulez, ça existe dans la conscience collective. Rappelez-vous les analyses des neuroscientifiques qui disent, si par exemple je dis ne crois pas à l'affaire Nazca, le cerveau va retenir croire et affaire Nazca. Vous voyez ? Là, voilà, c'est une approche qui est un petit peu particulière, mais qui vous amène une autre prise de conscience de cette affaire. C'est pour ça que moi je m'en fiche un peu des fois. Après, pour être tout à fait honnête, des fois je m'en fiche un petit peu de savoir si les gens croient ou croient pas, parce que de toute façon c'est là, et à partir du moment où c'est là, c'est actualisé, et ça met en marche déjà quelque chose. Rappelez-vous, je cite pas trop les évangiles, mais il y a quelque chose qui dit, une petite phrase comme au commencement était le verbe. Hein. Et donc, quelque chose est déjà en marche, voilà. On continue un petit peu le jeu de rôle, si j'ai le temps. Laissez tomber la tenue de spationaute, elle est un petit peu encombrante, et puis vous allez devenir cet individu, cet E.T. qui est en train de regarder la planète, la sphère bleue, et vous vous rendez compte que votre esprit, en fait, est totalement focalisé sur ce qui cohère, sur ce qui agglomère. Hein ? Et l'affaire Nazca, dans ce contexte-là, elle devient un élément parmi d'autres de l'incarnation de la mise en scène de l'hypothèse intra-extraterrestre. C'est-à-dire qu'elle fait sens pour l'évolution de la conscience collective, mais en réalité, elle n'est ni vraie, ni fausse. Ça va vous... Parce que c'est pas évident, ça, comme concept. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, que vous soyez dans l'adhésion ou la contestation face à cette hypothèse Nazca, en fait, vous activez quelque chose au niveau de la conscience collective. Et ça veut dire tout simplement que les questions du vrai, du faux, du bien, du mal, elles s'éclipsent totalement dans cette focale C, dans l'axe de vision depuis l'espace. Alors, juste un peu pour terminer ce petit jeu de rôle, mais imaginez maintenant ces jeux de rôle, je précise bien jeu de rôle, hein, je ne dis pas que c'est la vérité. Vous êtes cet extraterrestre toujours, et puis vous appartenez à une civilisation, et puis on vous a chargé d'aller observer le comportement de l'espèce humaine. Et vous devez faire un rapport. Alors vous dites, la question qu'on vous a posée, c'est est-ce que l'espèce humaine est prête au contact ? Eh bien, vous regardez cette planète comme ça, et puis vous dire comment je vais faire pour répondre à la question. Jeu de rôle, j'insiste. Eh bien, finalement, si on regardait leur réaction face à des corps morts, on va voir s'ils sont prêts ou pas.
Hein. Que s'est-il passé? Et là, il s'est passé ce que je vous ai expliqué depuis le début. C'est-à-dire que dans les faits, en fait, ces corps ont soulevé des passions. Ça a produit des pour, des contre. Vous avez une partie des éléments de la découverte qui sont partis à l'étranger. On s'est disputé l'interprétation des choses. Les élus ont fait la sourde oreille et continuent de le faire. Et puis finalement, on fait comme si ça ne concernait pas vraiment la connaissance du monde. C'est ça. Et il est sympa, l'extraterrestre, parce que c'était que des corps morts. Imaginez si ces corps s'étaient levés. Voyez. Pour conclure, je dirais juste 2-3 choses. C'est que ces focales que j'ai essayé de vous montrer ou de vous amener vers ces focales pour que vous ayez une vision sur l'affaire Nazca, vous comprenez que toutes les trois sont vraiment extrêmement différentes. Et qu'on a, comme je vous le disais au début, les trois en nous à chaque instant. Et souvent, les conflits qui naissent entre les gens, c'est parce qu'il y en a qui sont par exemple accrochés à la focale A, d'autres un peu plus à la focale B, mais qu'en fait, si on arrive à activer en nous ces trois focales, eh bien on a une vision extrêmement complexe, extrêmement large, extrêmement bienveillante, qui permet d'éviter tous les conflits qu'il y a eu autour de cette affaire et qui ne servent strictement à rien. Ensuite, je voulais vous dire que moi j'ai pris 3 focales sur Terre, un peu en dehors, en apesanteur, et carrément de l'espace. Mais je m'arrête là parce que mon job de sociologue, c'est de m'arrêter là. Je reste dans l'optique des sens, je reste dans le cadre des sens, de la sensorialité. Mais rien n'empêche à des extrasensoriels, par exemple, de prendre une focale D, où on va observer l'affaire Nazca à partir du centre de la galaxie, ou une focale E, où on observe l'affaire Nazca à partir d'une autre dimension. Ce serait quelque chose, je passe le relais à ceux qui ont envie de continuer dans ce sens. Et on comprendrait qu'il y a encore d'autres consciences de cette affaire, d'autres façons de poser les questions et donc d'autres façons d'amener des réponses. La morale de l'histoire, pour moi, c'est que cette affaire des momies tridactyles de Nazca est très intéressante parce qu'elle donne un aperçu de la façon dont nous sommes collectivement capables ou non de gérer cette affaire. Imaginez que demain, sur la place de la Concorde à Paris ou place du Capitole à Toulouse, où vous voulez, je ne connais pas les places à Lens, mais il doit y en avoir une équivalente, un jour on se retrouve avec un ovni, un beau matin, un ovni, on ne sait pas d'où il sort, à l'intérieur il y a des corps qui pourraient ressembler à Josefina, à Maria, à qui vous voulez, des corps comme ça. Eh bien je crois que nos comportements ne seraient pas très différents de ce que je viens d'évoquer. Et ça veut dire qu'il faut bien se rappeler qu'on n'est jamais qu'un animal sophistiqué et que c'est en tant que tel qu'on doit appréhender le contact, pour l'instant, avec ce qui serait une civilisation intra- ou extraterrestre. Et parlant d'animal sophistiqué, j'emprunte le terme à Tim White, qui est archéologue et paléontologue américain, qui dit, j'aime bien cette petite citation, il dit « Nous sommes une espèce jeune, un singe technologiquement sophistiqué, bipède, doté d'un cerveau avec un impact planétaire et des aspirations extraterrestres. » Voilà, je termine sur cette phrase que je trouve finalement assez complète et représentative de ce que nous sommes face à cette hypothèse du contact vue à travers l'histoire de Nazca. Je vous remercie. Alors, on va quand même prendre un petit temps de questions, hein, parce que moi, ça me parle tout ça. Hein. Et je pense que dans le public, est-ce qu'il y a des questions, hein? Est-ce qu'on peut poser des questions à Michel ou Sylvie? Personne ne peut poser de questions? Si, quel est le lien des extraterrestres? C'est ce que j'ai pas bien compris.
Alors, pardon, excuse-moi, tu veux le micro? Merci. Oui, quel est le lien avec des extraterrestres quand on voit les momies? On n'a pas vraiment le sentiment que le lien soit tranché de manière définitive. Alors en fait, bon, on l'a dit, l'Institut Incari Cusco a présenté en fait ces corps. Donc jusqu'à présent, l'Institut Incari Cusco a toujours déclaré qu'il n'y a pas de lien, pour l'instant, il n'y a pas de lien avec des extraterrestres. On ne peut pas savoir, on ne sait pas d'où viennent ces corps, on ne connaît pas leur origine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de raisonnement caché, enfin d'intuition. Mais il n'y a pas officiellement, on ne sait pas d'où ils peuvent venir. Maintenant, en tant que chercheur dans le domaine de l'ufologie, on est obligé de remarquer, quand on regarde en fait la morphologie de ces corps, que ça se rapproche quand même sensiblement des descriptions qui sont réalisées par des témoins, des personnes qui ont vécu des abductions. Ça, on ne peut pas passer outre. Il y a d'ailleurs des fois des descriptions qui se rapprochent vraiment très fortement des corps que nous avons montrés. Mais pour l'Institut Incari Cusco, ce sont les scientifiques qui vont donner le fin mot de l'affaire. Si il n'y a pas de lien, enfin voilà, donc il n'y a pas de lien. Voilà. Bah, dans la salle, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est addicté, donc elle peut nous répondre peut-être. De qui vous parlez? Je ne sais pas. Alors, moi j'ai envie de dire, que ce soit vrai ou pas vrai, ça nous fait poser question. Moi, de par mon expérience, effectivement, je pourrais dire que le grand blanc que je rencontre depuis un certain moment ressemble étrangement à Joséphina. Pour moi, ce que je viens de voir là n'est pas surprenant, parce que je rencontre effectivement ce genre d'entité dans mes voyages ou même dans mes visites, que ça a commencé comme ça, par des petits gris et grands blancs, je l'appelle comme ça. Donc rien ne m'étonne dans ce que je viens de voir, tout m'étonne dans la réaction effectivement, et là je rejoins Sylvie, humaine. Que ce soit extraterrestre ou voilà, peut-être nous, un maillon manquant de notre espèce, peu importe, ça nous fait poser question du comment nous revoir, nous humains, sur la planète Terre, et comment revoir la Terre, entité vivante de l'univers. Moi, j'ai juste envie de dire que, de par mes expériences, nous ne sommes pas seuls. Et que si nous devons réapprendre... Et la réponse de par l'expérience d'abduction, la première chose que l'on apprend, enfin moi que j'ai apprise, déjà l'humilité et savoir vivre ensemble. Ce que l'on ouvre dans ces expériences, c'est ce potentiel du merveilleux que nous avons en nous, que Nicolas parlait tout à l'heure, la compassion, le regard sur l'autre, travailler ensemble pour vivre ensemble. Il faut vraiment réapprendre ça, vivre entre nous, notre planète, nos animaux, remettre la source là où elle est, dans le respect du vivant. Mais moi, de mon point de vue, ça ne s'arrête pas qu'à la Terre, mais à l'univers. Donc s'il y a une espèce plus intelligente que nous, ou différente que la nôtre, et qui vient nous voir, pourquoi moi, j'en sais rien, et nous dire, déjà apprenez à vivre ensemble, et ensuite on verra ce qu'on peut faire lors d'un contact. Alors s'il y a des momies, c'est effectivement des corps morts, et qu'on est là, passionné, déchiré, c'est vrai, c'est pas vrai, mais si, mais non, voilà, on va pas s'en sortir. Et déjà nous, entre humanité, on s'en sort pas. Alors effectivement, le pavé dans la mare, là c'est trop. Là, faut pas trop demander. Mais il faut se poser la question, effectivement. Moi, je me pose la question, encore aujourd'hui, quand je regarde, je parle souvent de la lumière bleue dans mon livre, c'est une lumière qui est moi, le chakra du cœur, c'est la lumière bleue. C'est ce que ça a ouvert chez moi, ces expériences-là, le langage du cœur.
C'est pas celui qui nous fait communiquer entre nous là en ce moment, hein. Pas du tout, hein, et encore moins en politique. J'ai envie de dire que quand je regarde la lumière bleue, et vous l'avez tous, hein, le soir, allez sur le balcon, allez dans la rue, allez dans votre jardin et regardez le ciel et les étoiles. C'est la lumière bleue qui vous renvoie à vous-même, à votre espace intérieur. Qui suis-je ? Qui suis-je quand je regarde cet espace qui nous entoure, cet univers immense? On parlait de vertigo tout à l'heure. Qui suis-je? D'où je viens? Comment vivre ensemble? Chez nous, la Terre. Et comment la Terre peut être revue par nous-mêmes, hein, comme une entité vivante. Elle nous nourrit, elle nous donne tout ce qu'il faut pour tous. Hein. On a de quoi faire. N'ayez pas peur. Hein. On a vraiment de quoi faire. Si on revoit notre façon de vivre, de consommer, d'exploiter, il y a du tout pour tout le monde. Seulement, on ne sait pas le faire. Donc effectivement, si on a un petit E.T. là qui nous regarde, il va dire il y a du boulot. Hein. Donc on y va ou on n'y va pas? Alors on va mettre des petites pièces comme ça. Hein. Moi j'entends quand même plusieurs abductés, j'entends des conférences, j'entends les momies de Nazca. Alors on a des petites pierres, des petits indices qui arrivent comme ça. On a l'impression que ça nous prépare un petit peu à ce qui pourrait être un contact. Mais j'ai envie de dire, avant tout, reprenons contact avec nous-mêmes. Ouvrons notre espace intérieur pour accueillir l'univers. J'ai répondu à la question, Valérie. D'autres questions? Vous avez parlé d'une poudre blanche. Vous pourriez en dire un peu plus qu'on a trouvé sur les momies? Oui, on s'est tout de suite douté que la poudre blanche avait par intuition, on a bien compris qu'il devait y avoir un rapport entre la poudre blanche et puis la conservation des corps. Et après analyse, d'ailleurs j'ai montré le laboratoire, mais sans dire ce qu'était l'analyse, un laboratoire américain nous a montré que c'était de la poudre que c'était de la diatomite, en fait. Alors la diatomite, ça provient d'une algue monocellulaire qui s'est cristallisée. Généralement, ça donne quelque chose de dur, qui a des propriétés assez étonnantes, qui est un antiseptique, qui est un fongicide, qui est aussi et surtout quelque chose qui est hydrophile. Il prend, mais d'une façon très importante, hein. Il élimine toute l'eau. Autrement dit, quand vous mettez cette poudre-là, vous tuez la vie, et en plus vous empêchez qu'elle se réinstalle ou qu'elle pourrisse, parce qu'elle va retirer l'eau. Donc les gens qui ont mis ces êtres dans la diatomite, ils savaient pertinemment ce qu'ils faisaient. Alors il faut savoir aussi, c'est assez intéressant, on a des carrières, nous en France, plus que beaucoup d'autres pays, on aurait pu deviner ce que c'était, parce qu'on a des carrières de diatomite en France, on l'utilise, et on a même des paléontologues qui ont découvert des dinosaures cristallisés dans la diatomite et qui mettent des décennies à retirer la diatomite pour avoir le dinosaure. C'est hallucinant. Donc oui, la diatomite... alors les Égyptiens n'avaient pas ça, ils avaient comment ça s'appelle, le natron. Ils avaient le natron, mais ça n'est pas aussi efficace que la diatomite. La diatomite, vous avez c'est le niveau au-dessus, quoi. Quand vous mettez ça dans le corps, vous pouvez lui laisser ses organes internes, il n'y a pas de problème. Et dans quelle région de France? Il y a plusieurs régions, mais si vous faites sur Google, vous allez voir carrière de diatomite France. Je sais pas, au début je croyais qu'il y avait 3 carrières, mais en fait il y en a plus. Dans l'Est, vous pouvez y aller, ça coûte rien du tout. La diatomite, c'est... Vous l'embarquez en pierre, c'est une pierre qui flotte. C'est une pierre qui flotte. Ouais. Après, vous en faites de la poudre, et puis vous pouvez faire des expériences même. Ouais. Il y avait une dame qui est... Oui, bonsoir. Par rapport à la diatomite, ça m'a fait tout de suite réflexion, là, spontanément. Ce qui fait que
on pourrait penser que il pourrait y avoir éventuellement comme des sacrifices. Je veux dire, les corps retrouvés, étaient-ils morts avant ou morts par cette poudre, la diatomite? C'est possible en ce cas, vu que justement il y a absorption, il n'y a plus du tout d'eau, la vie en fait. Donc il y aurait pu éventuellement avoir des sacrifices, des meurtres, enfin voilà, c'est la page macabre là. Oui, c'est pas, effectivement, c'est une question qui est pas forcément réglée, mais on a quand même des indices assez intéressants. On voit bien que Alberto était atteint d'une forme d'ostéoporose, il était en train de mourir. On voit aussi sur les radios, je ne l'ai pas dit, mais Josefina avait pris un coup au niveau de la colonne vertébrale assez important. Il est possible qu'elle soit morte de ça. Donc c'est pas certain que ce soit la diatomite qui les ait tués. Ça se discute. D'accord. Donc conservation, d'accord, mais ça peut être aussi dans un cas où une forme de, pourquoi pas, de dire je vais me plonger dans la diatomite, comme ça je vais me faire un beau suicide. Voyez-vous. Voilà, ça peut être... Voilà, c'était une petite réflexion comme ça en passant, je passe le micro. Vous avez des éléments sur la composition des implants? Oui, il y a des centaines de pages qui ont été formulées par des instituts spécialisés dans ce domaine-là. Il y a des métaux rares dedans, il y a des métaux précieux. Ce sont des alliages. Des alliages pour un certain nombre que nous n'avions pas encore découverts en Occident, à l'époque où ils ont été implantés. Donc là, on a quand même des indications d'une science de la métallurgie plus développée que la nôtre en Europe. Puisque certains de ces corps, ils ont 1000 ans, d'autres 2000, d'autres plus. Ils ont été datés alors? Oui, on a eu pas mal de datations, ouais. Les petits corps, en général, ils ont 800 ans, entre 800 et 1000 ans, oui. Ouais. Bonjour. Est-ce que la grotte a été localisée? La grotte où... Elle a été localisée par différents groupes de Wakaros qui semblent combattre actuellement pour en assurer le contrôle. Donc Mario s'est vu fermer la grotte à un moment donné. Ils ont fait ébouler son entrée parce qu'ils avaient une autre entrée, un autre groupe avait une autre entrée. C'est ce qu'il semblerait. Une deuxième question. Thierry Jamin a dit qu'il allait prendre du recul cette année pour concentrer ses recherches sur Pagliatti. Est-ce qu'il y aura une autre personne qui va prendre ce relais? Bon, Thierry est quand même à la tête de l'organisation. Donc, alors, par rapport à toutes ces découvertes, on a besoin de temps. Vous avez vu, on n'est pas prêt. On a tout ce qu'il faut pour comprendre, mais on n'est pas prêt. Collectivement, on n'est pas prêt, donc il faut du temps. Donc il fait autre chose. Peut-être qu'il nous faudra 10 ans, peut-être 20, je ne sais pas. On y arrivera, hein, on y arrivera, mais... D'autres questions? Il y a un monsieur Maxime. Oui, c'est ça. Bonne mémoire. Où sont conservés les corps? Il y a une autre question? Je peux pas répondre. D'accord. Justement, la question c'était de savoir si c'était en sécurité. Est-ce que tu te doutes bien? Je pense qu'ils sont en sécurité. Et je pense qu'ils sont... J'imagine que les Wakaros les changent de place régulièrement pour malgré tout arriver à les maintenir à disposition de Thierry, je pense. Est-ce que vous pensez prendre contact avec les personnes qui ont, les collectionneurs privés qui ont... Je pense que c'est la mafia. C'est la mafia qui a réussi à les faire sortir. On a commencé un peu à enquêter, mais on y va très doucement. Et d'ailleurs, je soupçonne qu'il y ait des personnes de France qui ont aidé la mafia russe à passer un corps au Brésil. Le Brésil a pris un bateau et est parti en Europe. Ouais. Et corps comme ça, comme celui de Maria, de pouvoir se vendre quelques millions d'euros. Ouais. Et est-ce qu'on peut
peut établir un lien entre les momies et les lignes? Le seul lien, à ma connaissance, c'est que, enfin, que je vois, c'est que ils sont situés dans la même région. Mais bon, ceci dit, les lignes de Nazca s'étendent vraiment bien au-delà de Nazca, Palpa, etc. Ça va loin, les lignes. Elles sont datées de quand, les lignes? Je pense pas qu'elles soient datées vraiment, les lignes. Hein. Bon, je crois pas qu'on puisse dater des lignes. Il y a des estimations, mais qui sont très subjectives. Après, les premières lignes, je ne crois pas qu'on puisse les dater. Hein. Au niveau des recherches ADN, alors il y a la partie qui est inconnue de notre système. Oui. Vous l'attribuez à quoi alors, ce qui est inconnu? Alors, ça veut dire que ce sont des combinaisons au niveau de l'ADN qui ne sont pas répertoriées dans tout ce que nous avons analysé jusqu'à présent. On n'a pas tout analysé. Hein. Je ne sais plus combien on a. Peut-être on a dû répertorier 1 250 000 espèces. Quelque chose comme ça, il me semble. Et on n'a pas l'ADN de 1 250 000 espèces déjà. On n'a pas non plus l'ADN de tous les animaux, toutes les espèces qui ont disparu. Mais on a déjà pas mal de choses. Et il y a des combinaisons, là, 50%, là par exemple pour ce qui concerne Maria, de tout ce qu'on a fait, que ce soit insecte, que ce soit... Jamais vu. C'est pas dans les bases de données. Il y a plusieurs types de bases de données comme ça. Ouais. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de... On ne sait pas ce que c'est ces combinaisons, on ne sait pas ce que ça donne. Et c'est compliqué l'ADN. Ce n'est pas forcément la science qui va nous sortir du problème, la génétique. Parce que déjà, vous avez vu une véritable révolution en France, déjà depuis une vingtaine d'années, avec, comment ça s'appelle, cette génétique qui tient compte du fait qu'il y a l'épigénétique. Vous avez des sites qui sont à réactiver pendant... votre femme vous bat, boum, elle éteint certains sites, elle en active d'autres, quoi. Vous voyez, et puis vous avez une maladie, par exemple, au contraire, il se passe autre chose. Vous voyez, Facebook, on vous traite de... Bon, et ça active, je parle sérieusement, hein, c'est pas une blague, hein. En fonction donc de votre fréquentation, de nos fréquentations, de ce que nous faisons, etc., on éteint certains sites et on en allume d'autres. C'est une découverte complètement hallucinante. Ce qui veut dire qu'il y a des séquences qui dorment et puis il y a des séquences qui sont actives. Ils auraient 100% des gènes de l'espèce humaine, ils pourraient quand même être comme ça. C'est ça qui est amusant. Parce qu'il suffirait simplement qu'ils n'aient pas les mêmes sites allumés que nous. C'est pour ça que c'est pas évident que la génétique puisse nous sortir de cette impasse. Du coup, comment on sort de l'impasse? Alors, c'est assez paradoxal, mais l'anatomie est terrible. L'anatomie, elle est terrible. Parce que vous voyez comment sont faits les nerfs, là où ils passent, vous comprenez la mécanique, vous voyez que ça n'existe pas chez d'autres animaux connus, ou alors ça existe, mais ils ont disparu il y a 100 millions d'années, ou alors c'est des trucs qui n'ont vraiment rien à voir avec le Pérou. Donc c'est assez paradoxal, mais effectivement, l'anatomie, l'imagerie médicale, ça nous délivre un message extraordinaire, quoi. Et d'ailleurs, on a posé la question, je me demande si c'est pas moi qui l'ai posé cette question, quand on a eu la conférence de presse, au Congrès, après on a eu une conférence de presse, on a demandé quelle était. Non, c'était peut-être pas moi. Non, ça doit pas être moi. On a posé la question, qu'est-ce qui nous donne la meilleure preuve, finalement? Les preuves les plus terribles, c'est l'anatomie, quoi, c'est l'imagerie médicale. Pour continuer sur l'anatomie, est-ce qu'on peut... Bon, en ce qui me concerne moi, je suis cette histoire depuis le départ. Est-ce qu'on pourrait espérer, un jour peut-être, avoir des petites animations 3D, justement, de ces anatomies? Je ne sais pas, d'une articulation, d'une cheville, d'un poignet, de doigts. Ah oui. Alors, je ne sais pas, pour la 3D, on a fait des scanners, et donc on a des ululeurs qui se sont spécialisés du coup, hein, mais c'est hallucinant, quoi, hein, des gens qui n'avaient rien à voir avec ça. Et ils sont devenus pratiquement des références dans le domaine, ils sont plus forts que certains spécialistes, ils ont des logiciels, etc. Et donc, on a des animations, on a de la 3D où la caméra se balade, mais de là à faire fonctionner un bras, non, pas encore. A-t-on retrouvé des œufs, justement? On parle des momies, mais quand même...
Alors, en dehors du corps, vous voulez dire peut-être. On ne sait pas ce que les Wakaros ont retrouvé. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est eux qui maîtrisent le site. On ne sait pas. Tant que l'État ne s'occupera pas sérieusement de ça, puis quand ils décideront de le faire, en 5 minutes, ça sera réglé. Hein. Mais tant qu'ils ne font rien. Voilà. Et une dernière question. Dans la vidéo, vous avez montré, enfin, il a été montré les petites représentations de statuettes. Est-ce que c'était, à votre avis, des artefacts ou est-ce que c'était de la technologie, enfin c'était des créations de technologie où il y avait des petites statuettes, des petites figurations de têtes. Oui, avec des... C'était de la pierre ou Non, c'était des véritables têtes. Avec la peau. Parce qu'il y avait aussi du langage, il y avait aussi des signes. Oui, il y avait aussi des extraits du crâne avec ils avaient mis des bouts de métaux. On ne sait pas ce que c'est. Franchement, on ne sait pas. Ouais. On est au début d'une histoire totalement incroyable, quoi. Je veux dire, les gens étaient heureux quand ils ont vécu à l'époque où Christophe Colomb est revenu en disant ça existe l'Amérique. Ben nous, on est sur un truc encore plus incroyable que l'Amérique, quoi. Ça se passe maintenant. Alors, on va s'arrêter là. Je vais simplement ajouter quelque chose. Je n'ai pas suivi l'affaire tout de suite, parce que ça a déchaîné tellement de passion que ça ne m'a pas intéressée avant que les choses se calment, jusqu'au congrès du Pérou. Et là, tout naturellement, à un moment donné dans ma vie, je suis revenue à ça, à Nazca. Et tout naturellement, j'ai allumé la bougie et la sauge. Et j'ai demandé réparation pour ce peuple, pour cette découverte. Parce que je pense qu'on a tout oublié et que c'est l'essentiel. Ces corps ont été manipulés, on a raconté un peu tout et n'importe quoi, on ne s'est pas soucié de ce qui leur est arrivé. Donc j'avais envie, j'avais la gorge serrée, de penser à eux et de les accompagner dans la lumière. Donc paix à leur âme. Et puis nous, il nous faut le temps de la réflexion. J'espère que ce ne sera pas trop long.